Salut les chums, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, ici Olivier Aubin-Mercier, puis on est rendu au 13e épisode, un épisode un petit peu différent aujourd'hui, parce qu'on va faire un Q&A avant de commencer. Bien la raison pour qu'on fait ça, c'est parce que j'ai choqué mon entrevue avec Jean-Charles Starboski. Jean-Charles qui est une sommité en motaille en France, puis je me suis rendu compte que je connaissais pas tant ça le motaille. Je me suis rendu compte de tout ça en plein milieu de l'entrevue. Puis là, les haters vont dire que ouais, ça paraissait à ton dernier combat que tu connaissais pas ça le mot taille. Puis moi, je vais leur répondre ferme ta fucking gueule. C'est fucking blessant. Fait que c'est ça. J'ai choqué un petit peu l'entrevue, mais, vous allez voir, le début est quand même vraiment intéressant. Puis je pense que c'est plus ça avance, plus vous allez voir que j'essaie de patiner un petit peu. C'est quasiment triste. Mais c'est ça. Fait que on va faire un Q&A avant de commencer. Et avant de commencer le Q&A, j'aimerais ça plugger des trucs. La première chose, c'est que les prochains épisodes, ils vont être meilleurs que celui-là, OK? Puis si ça te tente de m'encourager puis de commanditer le podcast, tu peux me contacter sur ma page Facebook, soit ma page d'athlète Olivier Aubin-Mercier ou le Canadien Gangster Podcast. Donc tu me contactes si tu veux me commanditer le prochain épisode. Ça va me faire chaud au cœur. Puis en plus, ça va mettre de l'argent dans ma tirelire pour m'acheter un PlayStation 4. Donc, c'est ça. Deuxième chose que je veux plugger, autre moyen de m'encourager, c'est d'acheter mon t-shirt. Mon t-shirt de Poche et Fils, donc ma magnifique poche du Canadien Gangster. Vous allez sur leur site, tu commandes ça, il y a toutes les tailles, pour hommes, pour femmes, manches courtes, manches longues. Il y a vraiment tout. Donc, si tu veux être beau ou belle, tu vas acheter ça, puis tu l'achètes en quantité industrielle pour en avoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, toutes des couleurs différentes. Ça va être malade, man. Fait que c'est ça, mes deux plugs. Non, j'en ai une troisième plug, en fait. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je donne des cours à Boucherville maintenant. Le mardi et le jeudi à 20h. Je vais faire ça pour tout le mois de février. Donc, si vous voulez venir faire du jiu-jitsu, venez au club de judo de Boucherville à 20h le mardi et le jeudi. Là, cette semaine, je ne vais pas en donner des cours parce que j'ai une chirurgie ce mardi. Puis, inquiétez-vous pas, là, je me fais juste me faire faire. Voyons, j'ai bien de la misère. Une greffe de gencive. Donc, c'est ça. Mes dents sont pas belles, comme vous pouvez le voir. Puis, je me fais faire une greffe de gencive. Donc, je devrais être out pendant une semaine. Mais la semaine d'après, je vais revenir donner des cours. Le mardi, le jeudi à 20h, c'est 20$. Le drop-in, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Attends, je vais répéter ça, là. Si tu veux t'inscrire, c'est... je m'en souviens plus c'est combien. Je pense que c'est... Je ne vais pas inventer rien, là. Fait que si tu t'inscris pour la session, tous les cours que je donne, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de donner ton 20$ à chaque fois que je viens. Donc, inscrivez-vous ou venez faire un drop-in pour 20$. J'espère que c'était clair. Tabarouette, j'avais de la misère. Hein, là. C'est tough parler de ça, quand même. Quand même difficile. Je suis juste rendu à 3 minutes 30. Puis j'ai déjà de la misère. Donc on va commencer tout de suite avec le Q&A. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Non, j'ai rien d'autre à dire. Donc le Q&A que j'avais demandé de me poser des questions sur Facebook. Je vais lire ça avec mon cell. Donc première question, Julien au Saint-Laurent. Est-ce que puer est une tactique pour déconcentrer et déranger tes adversaires? Oui, non, ça peut être une tactique. Moi, bon, je me suis jamais battu contre quelqu'un qui puait. Puis, je pense que je sens pas mauvais non plus quand je me bats. Mais oui, c'était une tactique. Là, il y a Michel Goyette qui dit que Matt Orwich était reconnu pour ne pas prendre de douche. Fait que, ouais, non, j'avais déjà entendu la rumeur qu'il y a des gars qui prenaient pas de douche pendant une semaine pour vraiment sentir pas bon. C'est vraiment pourri comme tactique, là, en fait. Là. C'était pas assez... tu sais, le gars, il est comme pas assez bon pour gagner. Fait qu'il se dit... Fuck, je vais pas prendre de douche, je vais être dégueulasse, le gars va pas vouloir me toucher, puis je m'en vais gagner de même. Ouais, solide stratégie. Mais non, comme je dis, je me suis jamais battu contre des gars qui sentaient pas bon. À l'entraînement, je dois pas sentir la rose, mais à chaque début d'entraînement, je me mets du déodo pas mal partout parce que c'est comme une de mes phobies d'avoir qu'il y a une rumeur qui part que je sens pas bon. Mais en fait, il y avait déjà eu une rumeur sur Ronda Rousey qui circulait, qu'elle sentait vraiment, vraiment mauvais quand elle s'entraînait, puis qu'elle faisait d'autres choses.
Fait que c'est ça. Moi, je veux pas de rumeurs sur moi là-dessus. Donc, deuxième question. Jonathan Gonsalves. Ah, mon boy! Si tu étais un mage... Si tu étais un mage druide, quel serait ton animal de compagnie? Très décevant comme question, Jonathan. Super décevant. Mais je vais quand même y répondre. Je serais un renard. Même si je give no fox, j'aurais un renard comme animal de compagnie. Ça serait malade. C'est tellement nice, ces renards. Mais ouais, Jonathan, très déçu de toi. Troisième question, Pierre-Olivier Leclerc. Que penses-tu de Gabriel Nadeau-Dubois? Pierre-Olivier Leclerc, ben oui, je fais comme si je le connaissais pas, là, mais il était là 2 fois dans mon podcast, donc c'est un bon ami à moi. Que penses-tu de Gabriel Nadeau-Dubois? À part que c'est un maudit communiste. Moi, j'ai voté pour lui, puis la raison pourquoi j'ai voté pour lui, c'est que j'avais une dette envers lui. Puis la dette, c'est que c'est à cause de lui que j'ai commencé le MMA professionnel. Donc, moi, j'étais en multimédia quand j'étais plus jeune au cégep Édouard-Montpetit. Puis, il avait commencé la grève, puis c'est à cause de ça que j'avais vraiment jumpé professionnel en MMA. J'avais fait mon premier combat. Puis, c'est à cause de lui. Fait que j'ai jamais recommencé l'école à cause de lui. Puis, je suis bien content de la décision que j'ai prise. Ben, en tout cas, ouais, non, je suis bien content. Bien content de la décision que j'ai prise. Donc, merci Gabriel Nadeau-Dubois. Je vais sûrement voter pour toi la prochaine fois aussi. Fait que c'est ça. Guillaume Landry, la cage se barre, tout le monde est sorti. L'arbitre dit fight. Mais, my God, c'est une histoire ça ou c'est une question? L'arbitre dit fight, mais 1 minute avant, tu te sens comment? Et comment tu deals avec la nervosité? My God, plot twist. OK. Fait que, comment je deal avec la nervosité avant mes combats? C'est quand même intéressant qu'est-ce que Guillaume dit, parce que c'est vrai que la partie la plus stressante, c'est pas le combat en tant que tel, c'est vraiment le 3 heures que tu vas passer dans les vestiaires, regarder l'événement live. Ça, c'est super stressant. Puis qu'est-ce que je fais, moi, c'est que j'essaie de m'occuper. Donc, je jongle, je m'échauffe. Je fais mon espèce de balle qui est attachée à ma tête. Là, donc, je la frappe. Puis c'est comme un yo-yo pour les boxeurs, là, cette affaire-là. Donc, je fais toutes des affaires qui vont me changer, les idées. Je fais des jokes avec mes coachs. Parce que je me suis rendu compte que, par exemple, à mon combat contre Alexander Hernandez, j'étais super stressé. Puis j'ai l'impression de vraiment avoir tiré beaucoup d'énergie avant le combat à cause de ça, à cause de la nervosité. Donc, maintenant, j'essaie de prendre ça plus cool Raoul, faire des blagues, parler au monde, jongler, comme je disais. Là, ça m'occupe beaucoup. Donc, c'est comme ça que je fais pour dealer avec la nervosité, mais je te dirais que j'ai pas encore assez de combats pour être un maître pour dealer avec la nervosité. Francis Lachaine, après ton entretien avec Dave Leduc, sens-tu qu'un camp en lightweight serait bénéfique pour ton striking? Je pense pas que je ferais du lightweight, mais je pourrais aller faire du Muay Thai en Thaïlande, ça serait super intéressant. Mais, tu sais, le lightweight et le Muay Thai, c'est pas mal les mêmes techniques, sauf qu'il y a des coups de tête dans le lightweight, puis ben, moi, j'ai pas le droit d'utiliser de coups de tête. Donc, je pense que je ferais plus un camp de Muay Thai. Ça serait plus intéressant pour moi. Mais c'est drôle, quand j'ai reçu Dave, là, ça me tentait quasiment de faire un combat de lightweight. Ça a l'air malade mental, mais tu sais, je comprends quasiment pourquoi il fait ça. C'est super intéressant l'entrevue avec Dave, si vous ne l'avez pas écouté. Fait que c'est ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Comment fais-tu tes coupes de poids? Ah, très bonne question de Cyril Robert, un autre de mes boys. Cyril qui s'entraîne. C'est où qu'il s'entraîne? Sur la Rive-Sud, je ne m'en souviens plus où, mais il s'entraîne sur la Rive-Sud. Donc, comment je fais ma coupe de poids? Moi, avant mon camp d'entraînement, avant que je recommence à m'entraîner, je pèse à peu près 185. Donc, ça, c'est pas mal mon poids quand je suis fat, là, 185 livres. Quand je recommence à m'entraîner, ça va prendre à peu près 1 semaine ou 2, puis je vais descendre à 180. Pendant mon camp d'entraînement, je descends à 175. Puis là, je me fais aider par mon nutritionniste qui est Jeff Gaudreau. Donc, je vais être à 175 pendant mon camp d'entraînement. Puis 1 semaine avant mon combat, je vais peser 170, c'est ça mon but. Puis rendu là,
pendant la semaine de combat, je vais arrêter les carbs. Puis je vais perdre un autre 5 livres en arrêtant les carbs. En une semaine à peu près. Donc je vais faire du water loading toute la semaine, arrêter les carbs. Quand même m'entraîner, mais beaucoup plus léger puis moins longtemps. Puis normalement, une journée avant le combat, je vais être. Une journée avant la pesée, je vais être 165. Donc je vais avoir 10 livres à perdre à peu près le matin de la pesée. Fait que moi qu'est-ce que je fais, c'est que je perds tout mon poids le matin de la pesée. J'aime pas ça dormir déshydraté. Donc je vais faire. Ça va prendre à peu près 3 ou 4 heures. Je vais perdre 10 livres. C'est une des raisons pourquoi souvent j'arrive un des derniers à la pesée officielle, c'est parce que je me lève pas assez tôt, puis des fois c'est quand même difficile de perdre 10 livres en 3-4 heures. Puis des fois mes calculs sont pas super bons, puis ça prend un petit peu plus de temps que normal. Comme la dernière fois contre Gilbert, j'étais arrivé en bas à la pesée, puis j'avais, je pense, 0,5 de trop, puis il a fallu que je perde le poids. En bas, ils ont une espèce de sauna portatif. Il a fallu que j'entre dans le sauna portatif, que je commence à bouger. J'ai perdu mon 0,5 là, puis je pense que j'ai fait le poids une demi-heure avant la fin de la pesée officielle. Donc c'était quand même assez tête. Mais non, c'est comme ça que je fais ma perte de poids. Je perds tout le matin, 10 livres à peu près. Puis après, je remange. Là. Moi, j'ai un chef, un de mes amis qui s'appelle Gabriel Drapeau, qui était l'ancien chef du Joe Beef, qui me suit souvent. Lui, il me fait de la bouffe toute la journée après. Puis je vais me battre à peu près à 172. Donc quand je suis dans l'octogone, je suis à 172. Puis là, le monde va dire hey, Chris, t'es gros quand tu te bats. Puis non, je suis un des plus petits en fait. Si je me souviens bien, Drew Dober, une de mes victoires, il avait pesé 182 ou 185 pendant qu'il se battait contre moi. Donc, il y avait quand même 10-15 livres de plus que moi. Fait que, ironiquement, je suis un des petits de la catégorie, même si tout le monde a de l'air à dire que j'ai la fucking l'air gros. Là. Mais je suis un des petits des 155. Donc, c'est comme ça. J'ai-tu d'autres choses à dire sur le poids? Je pense que non. Quand tu es en manque de motivation, comme tout être humain normal, comment tu te sens? Comment tu te remotives? De Jonathan Boutillette. Donc, comment je me remotive quand j'ai pas de motivation? Écoute, c'est très rare que j'ai pas de motivation parce que je suis super passionné de mon sport. Puis souvent, quand j'ai l'impression de plus aimer qu'est-ce que m'entraîner, c'est parce que je suis fatigué mentalement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit repos. 3-4 jours, puis je vais revenir à l'entraînement. Normalement, ça me remet dedans. Sinon, qu'est-ce qui remotive beaucoup aussi, c'est des défaites. J'étais super motivé après ma première défaite contre Alexander Hernandez. Puis bon, malheureusement, j'ai perdu mon combat d'après, mais là, je suis encore motivé pour mon prochain combat. Je pense que se battre quand t'es pas motivé, c'est super dangereux pour un athlète de sport de MMA. Donc, quand je peux être motivé, c'est là que vous allez voir que je vais prendre ma retraite. Fait que c'est ça. Édouard Paiement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du MMA? En fait, moi, j'ai commencé du début, là. J'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill, quand il a gagné sa médaille d'argent aux Olympiques. Puis j'ai fait du judo de 13 ans jusqu'à 22 ans à peu près. Puis entre-temps, pendant que je faisais du judo, c'est Georges Saint-Pierre qui a gagné la ceinture contre Matthews. Puis le MMA a commencé à m'intéresser beaucoup à partir de ce moment-là. Puis j'étais sur l'équipe nationale. Puis je suis sorti de l'équipe nationale. Je me suis fait caliquer dehors de l'équipe nationale. Puis j'ai décidé de commencer le MMA pour un été, juste pour voir si j'aimais ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis c'est pourquoi j'ai changé de sport. Au fond, j'ai switché de sport. Donc, j'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill. Puis, j'ai commencé le MMA à cause de Georges Saint-Pierre. Puis, je vais sûrement commencer le ping-pong quand il va y avoir un champion québécois de ping-pong. Ouais. Non, je suis un mouton. Moi, je suis le monde. Mais c'est quand même intéressant que, tu sais, c'était Georges Saint-Pierre, mon héros, un peu, quand je faisais du judo. Puis, j'ai commencé le MMA. Puis, un an plus tard, je m'entraînais avec lui. Des fois, là, il y a des décisions que tu prends dans la vie que tu sais pas où ça va te mener.
Puis, check ça. Maintenant, je suis dans l'UFC. Fait que, non, je suis très content de la décision que j'ai prise. Ouais, non, très content. Puis, tu sais, en judo aussi, les règles changeaient. Maintenant, on n'avait plus le droit de prendre de jambes, mais il n'y avait pas toutes les techniques qu'on avait le droit de faire. Donc, je trouvais ça difficile je trouvais ça difficile de faire un sport de combat avec autant de règles. Fait que c'est une des autres raisons pourquoi j'ai switché pour le MMA. Puis c'est bien plus le fun de faire mal au monde en plus. Fait que c'est ça. Pour ça que j'ai commencé le MMA. J'ai-tu fini? Ouais, il n'y a plus de questions. Les autres questions... Non, plus de questions. Fait que c'est ça, je vais mettre le podcast avec Jean-Charles Starboski. Bonne chance pour l'écoute. Je vais avouer que je ne l'ai pas tout écouté parce que ça me fait quasiment honte. Mais, ouais, s'il vous plaît, insultez-moi pas trop. Non, c'est pas si pire. Non, j'ai écouté le début, c'est vraiment pas si pire. Mais, en tout cas, bonne écoute à tous. Puis, vous allez voir, à partir de 10-15 minutes, j'essaie de patiner. C'est très drôle. Ciao, ciao. Olivier, the Canadian gangster, Open Mercier! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Nice! Salut Jean-Charles, ça va bien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Est-ce que t'es content d'être ici même s'il fait aussi froid? Ouais, mais pour moi venir au Canada, c'est toujours un plaisir. Et puis aller enseigner mon art à l'étranger, c'est un honneur. J'ai la chance d'être venu au Canada déjà au moins une dizaine de fois. Entraîné au début Georges Saint-Pierre et maintenant c'est Simon Provost qui m'emmène la plupart du temps. Ça fait 7-8 ans que je viens de visiter. Et cette fois-ci, je suis venu pour faire des stages pendant une semaine, pour faire une petite tournée de 4 dates. Voilà, il y en a déjà eu 2, et j'en fais un demain au Tristar, et lundi à Sherbrooke. OK, parce que c'est ça qui est arrivé, hein? C'est Simon qui t'a contacté pour que tu viennes... C'est Simon qui m'a contacté pour que je vienne cette fois-ci. Et j'étais déjà venu plusieurs fois déjà, déjà à Ottawa, dans le club OAMA, qui maintenant n'existe plus, mais a été repris par Marcos et Nick Castiglia. Et voilà, et puis aussi chez Antoine Coutu à Sherbrooke, voilà, chez qui je me rends régulièrement, donner quelques stages. OK, puis ça fait combien d'années là, que tu viens à Montréal régulièrement? Je pense que ça va faire presque 10 ans. Oh wow, OK. Je suis un habitué déjà. Ah oui, t'es un habitué, t'es habitué à la... Mais là, il fait vraiment froid, là. Je sais pas si t'es déjà venu quand il faisait aussi froid que ça. Là. Oui, c'est pas la première fois. C'est comment que t'as rencontré Georges? Parce que parce que moi, j'ai commencé à... Georges, je l'ai rencontré, il m'a appelé au téléphone. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui, je connaissais pas trop l'UFC. OK. Et je m'intéressais pas trop au MMA. Et il y a un Canadien qui est venu s'entraîner chez moi à Paris, il s'appelle Philippe Allaire. Philippe Allaire, je crois que c'est un boxeur canadien très, très, très célèbre, très fort, un des plus forts au Canada. Ouais. Et lui s'entraînait au Tristar avec Georges, il a dû lui parler de moi et Georges m'a contacté par téléphone, m'a proposé de venir. OK, puis c'est à cause de ça que... Mais t'as commencé à t'entraîner avec Georges avant d'être invité dans l'émission? Ou il t'a vraiment contacté pour que tu viennes dans l'émission? Non, tu parles de quelle émission? De Ultimate Fighter? Ouais, d'Ultimate Fighter, parce que c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont connu. C'est par la suite. Je l'avais déjà entraîné une ou deux fois et après il m'a contacté pour faire cette émission. OK. T'avais-tu aimé ça, toi, l'expérience de cette émission-là? Ouais, moi j'étais content de faire une petite semaine au Canada, à Las Vegas. L'émission avait l'air assez marrante. Ça fait rire pas mal de gens. Sur le coup, j'étais un petit peu étonné. C'est quand on invite quelqu'un, surtout dans le milieu du sport, si on l'invite pour quelques jours et qu'on l'invite boire un verre le soir et après le lendemain dire ça au micro d'une télé, je trouve ça un petit peu choquant, mais au final l'image est bien passée, ça fait rire les gens, donc ça m'a pas dérangé. Ouais, ben je pense que t'as vraiment volé la vedette là, pendant cette émission-là. Ouais, c'est vrai que je suis passé pendant une minute ou deux et apparemment j'ai pas mal choqué les gens. Les gens me reparlent souvent de cette émission. Mm-hmm.
Mais bon, en tout cas, c'était rien passé dans cette saison-là. Puis, comme tu dis, où justement on t'a connu dans cette émission-là comme le gars qui faisait le party, qui sortait le soir, qui buvait, puis que le lendemain, il venait battre tout le monde. Qui venait détruire les jeunes C'est athlètes. vrai que c'est marrant comme personnage. Ouais. Ben, ouais, Quand j'ai regardé cette émission, ça m'a bien fait rire, quoi. Et après cette émission, j'ai commencé à boire plus souvent. Ah, pour de vrai? Parce que je voulais devenir comme le personnage. Ah, wow, c'est intéressant ça. Ok, fait que moi, dans ma tête, c'est que. Parce que là, toi, tu t'entraînais en France, je pense, au début de ta carrière. Ensuite, c'est quoi? T'es allé en Thaïlande. Puis je pensais que c'est vraiment les Thaïlandais qui t'avaient initié à boire et t'entraîner. Tu veux-tu un petit peu nous. Boire et s'entraîner, c'est pas possible, non. Quand on s'entraîne, faut être sérieux. On peut pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Puis, tu veux-tu nous dire un petit peu ton cheminement? Parce que, comme j'ai dit, toi, tu as commencé en France, tu es allé en Thaïlande, tu as été un des premiers champions, justement, blancs, ou sinon le premier du monde en Muay Thai. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu ton cheminement pour justement te rendre au top? Déjà, j'étais pas un des premiers, il y en a eu pas mal avant moi, hein, notamment c'est très célèbre Ramon Dekers, hein, le légendaire. Et pas mal d'autres aussi. Hein. Moi, j'ai juste suivi. Hein. J'ai tenté ma chance. J'avais boxé. J'habitais en France à l'époque. J'avais boxé Robert Keno Racing, hein, qui est une légende du Muay Thai. Je l'ai boxé à Las Vegas. J'avais gagné. Et je me suis dit, bon, si je peux battre ce champion, je pense que. Moi, mon rêve, c'était d'essayer d'être boxeur professionnel. Et en boxe thaï, on est obligé de partir en Thaïlande pour être boxeur pro. Donc, j'ai tenté l'aventure. J'ai été invité justement par ce même boxeur, Robert, qui m'a invité à rester avec lui dans son camp, qui m'a présenté un petit peu à tout le monde, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc je suis resté en Thaïlande pendant 6 ans non-stop. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment atteint mon meilleur niveau. Mais je suis parti en Thaïlande pour m'installer à 25 ans. Moi j'ai commencé la boxe à 15 ans, mes premiers combats c'était vers 15-16 ans en France. Mon premier voyage en Thaïlande c'était vers 18 ans. Mais j'y allais tous les ans, mais en tant que touriste. Hein, pour s'entraîner, j'y allais un ou 2 mois par an, mais à 25 ans, j'ai décidé de m'installer là-bas. Et comme j'étais aussi étudiant à Paris, j'avais pas eu mon diplôme, mais j'ai quand même fait 4 ans après le bac. Donc j'ai arrêté et je suis parti tenter ma chance pour être boxeur pro en Thaïlande. Donc j'arrive en Thaïlande, et c'est vrai que je rentre je vois les gens m'incitent pas mal à faire la fête. Et ça a eu une petite répercussion. La première année où j'étais en Thaïlande, je crois que j'ai fait 7 combats et peut-être 7 défaites d'affilée. Oh wow, okay. Par la suite, j'ai arrêté de sortir. Je me suis remis au travail sérieusement et j'ai gagné pas mal de combats par KO, dont les champions du Lumpini et du Raja Damnon. Voilà, et c'est à ce moment-là que les gens ont entendu vraiment parler de moi. Parce que toi, ta fiche, là, je l'ai ici, c'est 75 victoires, 23 défaites, 3 combats nuls. Fait que ça fait quand même 101 combats. Tu as eu 51 KO avec ça aussi. T'avais combien de combats quand t'es arrivé justement en Thaïlande? Quand je suis arrivé en Thaïlande la première fois à 18 ans, j'avais 5 combats en France. Je suis parti m'entraîner à Pattaya, j'ai fait 5 autres combats. Donc ce qui me faisait un total de 10 combats. Et tous les ans, je revenais en France. Enfin, tous les ans, je revenais en Thaïlande. Je faisais 5 combats en France, 5 combats en Thaïlande. Jusqu'à ce que j'en ai 30-35. Et ensuite, j'ai fait une pause de 3 ans pour diverses raisons, notamment une blessure. Ouais, c'est ta main, hein? C'est ça. Ouais, je m'étais blessé à la main. Et puis j'avais été un petit peu déçu par certaines choses, et donc ce qui fait que moi j'ai préféré arrêter. Okay. Et je suis revenu, parce que ça me manquait, je suis revenu à 24 ans à la compétition. Et après j'ai poursuivi jusqu'à 31 ans. Puis à 31 ans, tu as pris ta retraite. Oui, à 20 ans, j'ai eu le titre de champion d'Europe. J'ai arrêté à 21 ans, genre un an après, et je suis revenu 3 ans après. T'es revenu, toi. Puis c'est quoi les titres que tu as gagnés durant ta carrière? J'ai gagné le titre de champion d'Europe, j'en ai eu 3 quand j'avais 20 ans. Et en Thaïlande, j'ai été classé dans les grands stadiums, les célèbres stadiums Lumpini et Rajadamnern, qui sont les stadiums de boxe thaï les plus célèbres. J'ai été classé premier au Rajadamnern pendant plusieurs années même.
Et j'étais classé 3e au Lumpini. Ok. Et pourtant, j'avais boxé les champions du Lumpini du Raja, comme je vous dis, que j'avais gagné avant la limite. Il n'y avait pas le titre en jeu. Puis, est-ce que tu penses que le fait justement que tu sois blanc, que tu sois arrivé en Thaïlande, est-ce que tu penses qu'il y avait un petit peu de politique en arrière justement des combats? Tu penses que tu étais considéré comme un héros en Thaïlande ou un anti-héros? Tu penses-tu qu'ils voulaient te voir gagner? Tu penses qu'ils voulaient te voir perdre? Ouais, généralement, les Thaïs sont quand même des gens, un peuple qui est assez chauvin. Hein. Quand on boxe un Thaï, forcément, le public est pour eux, mais ce sont des gens qui sont aussi honnêtes et qui voient comment je m'implique, comment j'aime le Muay Thai et comment je respecte aussi. Et au final, j'ai réussi à attirer le public pour moi aussi. Mhm. Alors voilà, par un comportement de respect vis-à-vis de tout le monde. Mhm. C'était quoi le nom du gym que tu t'entraînais en Je Thaïlande? m'entraînais au Jockey Gym. Maintenant, Jockey Gym a changé de nom, c'est devenu Skarboski Gym Bangkok. Je l'ai repris. Ok, C'est tu un l'as camp check. légendaire Ok. qui était, et que j'ai repris par la suite. Parce que là, toi, t'as parti un petit peu ton brand. T'as plusieurs gyms, je pense, à travers le monde. Puis, Oui, j'ai un gym à Paris. Enfin, à Paris, c'est pas vraiment un gym, c'est un camp. C'est même le premier camp de boxe en Europe et en France. Parce que la plupart les clubs, d'habitude, c'est juste des clubs. Les gens s'entraînent et repartent. Mais là, il y a moyen de dormir sur place. Il y a une cuisine, il y a des lits. Et il y a des gens qui logent sur place. Donc, c'est un véritable camp de boxe thaï. Les entraînements, c'est toute la journée. Ça commence à 7h du mat. Ça finit à 22h. Il y a 8 profs. Parmi ces 8 profs, c'est tous des champions du monde. oh, wow! Incroyable. Puis, t'as combien d'athlètes présentement là-bas? Pardon? T'as combien d'athlètes présentement là-bas? Des compétitions? J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ouais. Je vais pas te sortir le chiffre parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les impôts. Oublier des noms. Puis, y a-tu des champions du monde qui sont sortis de ce gym-là? Bah oui, les profs sont champions du monde, donc forcément, tous les jours, ils rentrent et ils ressortent. Quoi. Dans le sens, est-ce J'ai que... très bien compris. J'espère que tu m'as compris aussi. Ok. Merci. Hey, je t'ai amené de la bière, t'en veux-tu une en passant? Je te remercie. Tu peux me la tête là, je crois que j'ai attrapé froid. Ouais. Ok. Peut-être plus tard, Ok, tu me le diras si t'en veux. je te le dis. Puis, c'est ça. Fait que là, toi, t'as un gym en France, t'en as un aussi à Bangkok. Tu veux-tu nous ouvrir d'autres à part de ça? Effectivement, là-bas, je vais t'annoncer une petite nouvelle. J'ai pour projet d'ouvrir un club à Montréal. Ok. Ouais. T'as-tu regardé un petit peu dans quel coin? T'as-tu regardé quel coach? Est-ce que ça va être Simon? J'aimerais bien emmener un entraîneur thaï de mon camp à Bangkok Ok. qui s'occupe des élèves au Canada et en faire venir assez régulièrement, ainsi que certains des entraîneurs qui entraînent chez moi à Paris, Ok. comme Stéphane Nikema, Mohamed Yamani, enfin tous nos professeurs, Puis toi, les anciens champions, Jaïd, etc. ok. Puis toi, au fond, tu viendrais ici, au lieu de faire la tournée des gyms à Montréal, tu viendrais donner tes séminaires, j'imagine, dans ton gym à... Oui, tout à fait, bien sûr. Je serai un maximum de temps, plusieurs fois par an. Bien sûr, Après. si c'est mon gym, je suis obligé de m'impliquer, tout à fait. Mhm. Donc, Mais écoute, un maximum de fois. Après, s'il y a une possibilité des stages dans les autres provinces, moi, ça sera avec grand plaisir. ok, très cool. Toi, demain, tu donnes un cours, tu vas à Tristar. T'es allé à Sherbrooke, je pense aussi. T'es-tu à Sherbrooke, t'es allé? Sherbrooke, ce sera lundi. C'est lundi. Ouais. Puis, J'étais à Ottawa et j'étais j'étais à Montréal déjà une fois. parce que présentement, comment tu gagnes ta vie, c'est vraiment avec les gyms et les séminaires que tu gagnes, c'est ça? Tout à fait, c'est surtout mon club à Paris. Puis, comment ça fonctionne, ça, avec ton club à Paris? Si tu es un athlète, disons, de l'extérieur, est-ce que tu vas là, tu payes j'imagine, un montant pour habiter là-bas aussi.
C'est comme des dorms un petit peu au Tristar. Je sais pas si on a entendu parler au Tristar, c'est comment ça fonctionne. Là. C'est vraiment. Oui, j'imagine, je pense que c'est pareil. Hein, il y a des chambres et puis toutes les facilités qui vont avec. Hein. Mhm. Puis, t'as-tu le projet de faire la même chose ici au Canada? Pourquoi pas? De toute façon, à partir du moment où il y a un ring, il y a un lit. Hein. Mhm. On va mettre là sur le ring et hop, transforme en lit. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais ici, au Québec, présentement, c'est illégal. En fait, il peut pas y avoir de combat de Muay Thai Ouais. au Québec. Est-ce que tu trouves que ça a par rapport au fond que pourquoi la boxe c'est permis et le Muay Thai c'est pas permis? Tu penses-tu que c'est quelque chose que le gouvernement justement comprend pas le sport? J'imagine qu'il le voit un petit peu plus violent. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes de politique dans ça. Oui, je pense, oui, parce que le MMA est permis ou pas? Non, le MMA n'est pas permis, le BJJ n'est pas permis. Le Muay Thai est interdit aussi. D'accord. Et dans les strips, on a le droit de toucher aussi ou juste on regarde? Dans les quoi, excuse-moi? Dans les strips. Non, tu as le droit de toucher. Ah bon, bah ça va, bon, voilà, c'est pas si mal que ça quand même. Si on perd dans un sens, on le gagne dans l'autre sens. Quoi. Pourquoi en France, t'as pas le droit de toucher ou. En Amérique, on n'a pas le droit, non, je crois. Non, en Amérique. Les films que je vois. Aux États-Unis, je pense au Canada, en fait, le Québec, c'est une des seules places que t'as le droit. Parce que sinon, si tu sors du Québec, c'est interdit. Peut-être que je dis n'importe quoi présentement, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, ça c'est interdit. Ouais. Là, je t'amène à la prochaine question justement avec ça. Toi, en France, présentement, le Muay Thai, c'est permis. La boxe, c'est permis. Oui, le MMA, c'est toujours interdit. C'est ça. Puis le MMA, c'est interdit. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose parce que le monde voit le sport que c'est trop violent ou que tu penses que c'est vraiment une question politique? C'est plus une question d'argent. Pourquoi c'est interdit? De toute manière, le fait que ce soit violent, ça c'est pas un vrai problème, hein, parce que il y a la violence partout. Et non, le problème, je pense qu'il y a certaines fédérations qui doivent avoir le monopole. Je pense le judo, karaté, hein, qui sont depuis des années représentent des centaines et des centaines de milliers d'adhérents, voient d'un mauvais œil un nouveau sport. Donc, s'ils ont des contacts dans la politique, ils vont plutôt essayer de les faire jouer pour faire interdire des sports qui pourraient leur prendre des clients, tout simplement. Puis avez-vous le même. Je pense pas que c'est contre la violence ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Puis avez-vous le même problème, vous, en Muay Thai, dans le temps, en France? C'est ce que les gens disent. Les gens disent oui. Par exemple, en ce moment en France, ils nous forcent à porter des coudiens pour les combats de boxe. Le public n'aime pas ça. J'ai l'impression peut-être que c'est politique, hein, que les autres disciplines nous mettent des bâtons dans les roues, peut-être. Enfin, je vois pas l'autre raison pour empêcher les gens de se battre. Hein. Si les gens ont le droit de conduire une voiture, d'avoir un accident, ils ont bien le droit de se battre quand même. Puis en plus, la France, ils sont tellement reconnus pour avoir un bon stand-up. Je pense que vous êtes un des pays vraiment que les athlètes de combat sont vraiment à un autre niveau. Il y a la France, il y a la Russie. Puis c'est ironique que justement le MMA, ça soit interdit. Je vais continuer un petit peu de parler de MMA avec toi, parce que je sais que t'aimes pas beaucoup ça, toi, le MMA. Y a-tu une raison pourquoi tu tripes pas, tu tripes moins? C'est-tu le sol? C'est-tu la lutte? Moi, le MMA, je regarde pas, tout simplement. Bon, mais comme sur Facebook, on reçoit pas mal d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Donc, même sans m'intéresser, j'arrive quand même à m'intéresser à ce que c'est, et puis à regarder un petit peu les nouveautés. Parce que ça apparaît partout sur mon Facebook, quoi, dès qu'il y a des gros trucs de MMA. Mais par contre, je regarde pas. Quoi. Mm-hmm. La semaine passée, moi, j'ai reçu un invité qui s'appelait Dave Leduc. Moi, j'ai entendu parler. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est du let weight. Donc, c'est un petit peu ça ressemble un petit peu à du Muay Thai.
Ah, c'est comme du Muay Thai, mais il n'y a pas les gants, je crois, et les coups de tête. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gants, il y a les coups de tête, il y a des takedowns aussi. Tu penses-tu que ce sport-là devient de plus en plus populaire? Tu penses-tu qu'il pourrait aller chercher des compétiteurs, justement, de Muay Thai qui seraient intéressés à changer un petit peu vers le lightweight? Moi, les sports où il y a pas de gants, je trouve que c'est dangereux pour la santé des boxeurs et se mettre leur santé en danger. Dans la boxe, il y a des règles. Maintenant, il y a des gants. Avant, la boxe, il n'y avait pas de gants. Et comme on s'est inquiété pour les boxeurs et pour leur santé, donc maintenant, il y a des gants. Donc, enlever des gants, pour moi, c'est juste une raison pour les promoteurs de se mettre plus d'argent dans la poche en vendant du sang, tout simplement. Mais pour moi, l'art n'est pas là. L'art, avec ou sans gants, je veux dire, c'est les mêmes mouvements, quoi. Sauf que sans gants, on peut se fracasser, se faire très mal et se blesser gravement. Donc moi, je préfère les combats avec des gants. Mhm. Puis toi, tu parles vraiment pour la Alors, santé. pour respect pour la santé des boxeurs professionnels. Ouais, puis toi, tu parles la santé, c'est vraiment les poignets, les mains, Oui, le visage aussi, quoi. le visage. Et quand il n'y a pas de gants, ça saigne tout de suite. Mhm. Les promoteurs, ils vendent du sang un peu à un public déchaîné, c'est ça que les gens veulent voir. Ouais. Mais il y avait quand même un argument, parce que là, il y a beaucoup de nouvelles ligues que tu as probablement raison qu'ils font ça pour voir du sang. Mais des ligues de bare knuckle fighting, donc c'est comme de la boxe. Il arrive là sans gants. Puis il y avait l'argument que les personnes de la santé disaient, c'est que il y avait moins de commotion cérébrale. Pour le cerveau. Oui, exact. Oui, exact. Oui, c'est vrai que les coups de poing sans les gants, ça fait moins mal au cerveau. Mhm. Puis j'imagine aussi qu'il y a moins de combos, comme il disait Dave. Toi, tu as eu Par contre, l'entraînement, ça se fait avec des gants. Et l'entraînement, c'est quand même 99% du temps. Donc, Mhm. même s'ils boxent sans les gants, ils se font des entraînements avec des gants. Donc les coups dans le cerveau, ils sont quand même présents. Enfin, faut pas mentir quand même. Mais t'as raison, parce que, tu sais, en réalité, tu te fais. Les séquelles que tu vas avoir le reste de ta vie quand tu fais des sports de combat, c'est pas. Tu les as pas attrapées souvent durant les combats, c'est plus à l'entraînement quand tu fais Ouais, oui. le nombre de. Complètement, les entraînements par des champions de boxe anglaise ont pris plus de KO à l'entraînement qu'en ring, que sur le ring. Puis, toi, est-ce que la façon que tu entraînes tes élèves présentement, est-ce que tu les fais sparer à chaque jour? C'est comment ça fonctionne? C'est-tu beaucoup de pads? Nous, on dit le sparring en thaï, ça se dit lenchung. Mhm. Moi, j'essaie d'utiliser les termes thaï par respect pour cet art. Oui, du lenchung, on en fait tous les jours, effectivement. Fait que c'est quoi? C'est comme du sparring touch? Tu fais juste toucher, tu montres que tu... Comme j'explique à mes élèves, vous avez le droit d'aller doucement, mais si vous voulez vous fracasser, vous avez le droit aussi. OK. Puis ça, tu fais ça à C'est chaque... vous qui voyez, vous êtes des adultes consentants, je ne peux pas empêcher deux adultes consentants de se tabasser si ça leur fait plaisir. Après, c'est pas conseillé. Mhm. Mais bon, ils sont inscrits, ils ont le droit, et je les laisse faire. Puis à chaque jour, ils ont ça. J'imagine aussi qu'ils ont des pads. Est-ce qu'ils font du conditionnement aussi, tes élèves? Ou toi, tu penses que c'est pas si utile de faire ça? Bah, le conditionnement, ce serait plutôt taper dans les sacs. Ouais. Ouais. Donc, pad, sac, sparring. Comment tu l'appelais? Lenchung. Letching? Ouais. Parce que, Et puis un peu de muscu. ouais. Ben c'est ça. Moi, je sais pas si tu le sais, mais moi aussi, moi, je fais du MMA. J'étais dans le UFC. J'ai fait l'émission justement que t'es allé. J'étais pas la même saison, mais je l'ai déjà fait cette émission-là. En tant qu'entraîneur? Non, en tant que athlète. Donc, je suis rentré là. Je suis rentré dans l'UFC avec cette émission-là, en fait. Et tu avais déjà fait des combats avant? Ouais, j'avais fait 4 combats professionnels de MMA. Moi, ma spécialité, c'est le sol, c'est plus le judo. Donc, c'était quand même tôt dans ma carrière, mais ouais, je me suis rendu dans l'UFC avec l'émission. Puis, pour moi, je trouve que plus j'avance dans ma carrière, plus je trouve que le conditionnement, c'est plus pour prévenir les blessures. Tandis que pour le cardio, pour la force physique, j'aime mieux faire un petit peu old school, vraiment des pads, du sac, comme tu dis. Ouais, sac, pau,
pas d'ours. Anglaise, sparring. Footing aussi, beaucoup de footing. C'est quoi ça du footing? C'est des courir. Courir comme ça, tous les jours, 45 minutes, 1 heure. Ok, En zone d'accélération. C'est très important ça. ils font-tu des sprints aussi, tes athlètes? Oui, bien sûr. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose que que le monde commence à voir, que vraiment c'est important. Tu sais, il y a quoi? Il y a 5 ans, les boxeurs, les gars de Muay Thai, ils faisaient plus des courses de longue distance, tandis que maintenant, ça commence à changer. De toute façon, il faut des deux. Il faut des courses longue distance et des courses petite distance avec accélération. C'est deux travails différents qui sont essentiels. Mhm. Avant de finir, tu voudrais-tu plugger quelque chose? Tu voudrais-tu plugger des séminaires? Je sais pas si c'est des commanditaires. Plugger, c'est-à-dire? Tu veux-tu, par exemple, tu veux-tu dire qui commandite? Tu veux-tu dire c'est où qu'on peut appeler pour justement avoir un séminaire? C'est qui qu'on peut contacter? Est-ce qu'on doit aller sur ta page? Vous pouvez me contacter directement. Généralement, les gens me contactent via Facebook. Jean-Charles Skarbowski. Il y a un Facebook de ma salle à Bangkok, un autre de ma salle à Paris, puis j'en ai un perso. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des propositions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ok, très cool. Hey Jean-Charles, merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis, tu sais, je sais, bon, je suis arrivé, je suis arrivé un petit peu tard. Là. Puis, ben, merci d'avoir fait quand même l'entrevue. Puis, c'est avec grand plaisir. Voilà, je suis disponible pour toi quand tu veux, tu me dis. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi.